La France dépense beaucoup pour ses dépenses sociales, mais ce n'est pas toujours efficace. Est-ce qu'on peut faire des économies? Ça tombe bien, puisque, eh bien, on discute du prochain budget, le budget 2019, en ce moment, et c'est avec Amélie de Montchalin que nous sommes, qui est députée de La République En Marche dans l'Essonne. Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. Alors, Gaëtan de Capelle, ce matin, dans l'éditorial du Figaro, disait c'est l'heure de vérité, puisqu'actuellement les ministres passent les uns après les autres auprès du Premier ministre à Matignon pour savoir quel sera leur budget de l'année prochaine. Et l'heure, dit-il, et c'est vrai, est aux vraies économies budgétaires. C'était un des engagements du président de la République. Vous confirmez? Je confirme parce qu'il n'y a pas de scoop sur le sujet. On a voté, vous savez, au début de notre mandat, quelque chose d'assez innovant qui était un budget sur les 5 ans du quinquennat. Ça veut dire qu'en fait, toute la trajectoire de finances publiques, les plafonds par ministère sont déjà définis sur 5 ans. Ce qui nous permet d'avoir mis dans l'architecture budgétaire tous les engagements du président, tous les engagements du projet que nous défendons. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est la continuité stricte de ce qu'on a fait, c'est-à-dire un budget sur 5 ans pour éviter justement le petit, le folklore qui était celui des années précédentes, les surprises, les scoops, les révélations. C'est pas comme ça qu'on travaille. Pour autant, il y a quelque chose qui a été un peu mis sur le tapis, si je ne m'abuse, c'est le cap 2022, parce que il y avait cette espèce de feuille de route qui consistait à dire bon bah voilà les économies qu'il faut faire pour arriver à quelques 120 milliards d'euros d'économies budgétaires. Et on n'a pas l'impression que ce document, cette feuille de route, eh bien, soit encore d'actualité. Alors, pour suivre cela de très près, ce qui est certain, c'est que ce qui compte, c'est pas un rapport d'experts. C'est pas un énième fois, vous allez avoir des gens très savants qui vont vous expliquer comment on transforme les choses. Ce qui compte, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les ministres, ceux qui ont le pouvoir de faire des choses, s'engagent sur des résultats. Et que ça soit la feuille de route, non pas des experts, mais la feuille de route des ministres. Ça change tout. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, vous allez avoir des ministres, on a commencé avec l'audiovisuel, et vous aurez des ministres qui vont venir présenter ce sur quoi ils s'engagent. Vous savez, nous, on est une majorité. On n'est pas là pour faire ni des rapports, ni des discours. On est là pour avoir des résultats. Et donc, on essaie de trouver la méthode qui permet le plus de nous mener vers des résultats. Vous êtes une majorité de résultats, en fait. Et une majorité de projets qui cherchent à avoir des résultats. Alors, comment on baisse la dépense publique quand on baisse aussi les impôts, voire les supprimer, puisque vous allez supprimer la taxe d'habitation, et alors que eh bien, la croissance s'essouffle, parce qu'on pensait qu'on aurait une croissance supérieure à 2%, et finalement, cette croissance, elle sera certainement, le ministre de l'économie hier l'a dit, de 1,8%. Comment on fait ? Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les dépenses qu'on cherche justement à générer, ce ne sont pas des dépenses qu'on va faire sur le dos des Français. Ce n'est pas des économies qu'on va faire parce que justement la conjoncture serait bonne, alors on va faire des choses qui ne se voient pas. Des économies sur le dos des Français, vous voulez dire? Oui, ça, vous avez dit dépenses. Oui, des économies. Quand on a fait en 2018 des choix sur le logement social, sur les contrats aidés, sur la façon dont on contractualise avec les collectivités territoriales, on fait des choix. C'est des choix qui n'ont rien à voir avec la croissance. C'est des choix qu'on fait parce qu'on pense que le système tel qu'il est organisé n'est pas efficace, ne produit pas les bons résultats. Ce qu'on est en train de faire sur le logement social, c'est de donner des vrais moyens d'investissement d'un côté, et puis de considérer que les loyers que les Français payent quand ils habitent dans un logement social, ça sert à la maintenance, à l'entretien du bâtiment. C'était un changement de paradigme parce qu'on était devenu à quelque chose qui était devenu complètement, d'abord compliqué, et ensuite inopérant. Oui, mais c'est difficile parce que s'il y a moins de croissance, il y a moins de rentrée d'argent, par définition. Mais attendez, c'est pour ça qu'il ne faut pas lier les choses. Les impôts dont vous me parlez, effectivement, c'est des choses qu'il faut qu'on baisse structurellement. Pourquoi ? Parce que la taxe d'habitation n'est pas un impôt juste, c'est pas un impôt efficace. Vous en payez 3 fois plus à Évry, en Essonne, que quand vous habitez à Paris. Or, vos revenus sont généralement pas 3 fois supérieurs à Évry qu'à Paris. Donc, on a besoin de faire des réformes parce qu'il faut que ça marche. Donc, d'un côté, il y a des impôts qui ne fonctionnent pas, on les réforme. Et d'autre côté, il y a des dépenses. Pour plus d'égalité. Depuis, nous, 15 jours, tous les députés de la Commission des Finances, nous avons mené des commissions d'évaluation des politiques publiques. Ministre par ministre, les députés qui sont experts des sujets ont posé des questions sur la base du rapport de la Cour des comptes et de la direction du budget. Ce qu'on a dit au ministre, c'est voilà, en 2017, vous avez dépensé de l'argent pour tel objectif. Est-ce que ça a marché ? Oui, très bien, on garde. Est-ce que ça marche moyennement ? Il faut qu'on ajuste. Est-ce que ça ne marche pas du tout ? Il faut qu'on se pose des questions. Ministre par ministre, ça c'est notre rôle de député. Ça permet de faire des économies, non pas un coup de rabot, non pas des économies parce que ce serait des signaux, des symboles, des totems, mais parce qu'on se pose en permanence la question de quel est le sens, quelle est l'efficacité des impôts que les Français payent. Précisément, vous avez certainement eu le rapport qui a été publié hier du service statistique du ministère de la Santé et qui montre que nos dépenses sociales, alors
C'est compliqué pour les auditeurs, mais les dépenses sociales, en gros, c'est 700, sans frais de gestion, 715 milliards d'euros par an. Alors, il y a tout ce qui concerne les 4 branches de la sécurité sociale, mais vous avez plus précisément ces dépenses qui sont réalisées moyennant non-contribution, c'est-à-dire le revenu minimum, les minima sociaux, tout ça. Ça fait à peu près 50 milliards d'euros si on ajoute les aides au logement, tout ça. Alors, comment on fait dans cette usine à gaz-là? Est-ce que, oui ou non, on va baisser les aides sociales? Ce qu'on va faire, et ça c'est un engagement très fort, déjà on va faire qu'on s'y retrouve. On va faire qu'aujourd'hui, les Français qui ont des revenus, qui n'ont pas de revenus ou qui ont des revenus très très faibles, le principal problème qu'on a, c'est qu'on a d'un côté ces 50 milliards dont vous parlez, qui sont dans les budgets, et de l'autre côté, on a 30% de ceux qui auraient droit à ces aides qui n'y vont pas. Ils n'y vont pas, pourquoi? Parce que d'un côté, déjà, c'est stigmatisant. De l'autre côté, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, c'est réparti dans un nombre de guichets et de systèmes qui fait que c'est inefficace d'une certaine manière. C'est que l'engagement du président là-dessus, et c'est un engagement très fort, c'est d'arriver à un versement social unique. C'est-à-dire qu'il soit prévisible, qu'il soit lisible. Bien sûr que c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on confusionne le revenu d'activité. Ça veut dire que vous savez, si vous gagnez 10 euros de plus, 10 euros de moins, combien l'État vous donne pour que vous ayez à la fin du mois, on espère, des moyens de vie qui soient décents. C'est un guichet unique. Mais surtout, exactement, c'est un guichet unique. C'est que ça soit lisible, prévisible. Et deuxièmement, et c'est l'autre vraiment pilier de notre action, c'est de l'accompagnement. Aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai scandale. C'est que le RSA, qui est censé être un revenu d'accompagnement vers l'activité. Le revenu de solidarité active. Voilà, il y a un A de activité. Aujourd'hui, quand vous touchez le RSA en moyenne, vous attendez 6 mois pour voir quelqu'un qui va vous demander qui vous êtes, quel est votre projet, comment on vous accompagne, quel est votre projet d'insertion et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation de RSA ne soit pas une situation durable, mais une situation temporaire. Et ça, c'est notre échec. Notre échec, c'est pas, au fond, c'est les moyens qu'on y met, mais c'est surtout le fait que les gens restent au RSA. Les gens qui rentrent au RSA, 50% d'entre eux, ils sont toujours 4 ans après. On a entendu souvent de les remettre le pied à l'étrier, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est donc, on va investir dans l'accompagnement pour faire en sorte que ces aides soient des aides temporaires. Ça relèvera de l'État ou des départements, ça? Parce que le RSA, c'est les départements qui le payent. C'est les annonces à venir sur le plan pauvreté. C'est de considérer... C'est quand ça, le plan pauvreté? Ça a été annoncé pour, disons, début juillet, donc je n'ai pas la date. Et ça va faire beaucoup de choses. C'est le président de la République lui-même qui... Je ne suis pas, vous savez, moi je travaille à l'Assemblée, j'essaie d'avoir des résultats. Mais ce qui est certain, c'est que sur la politique sociale, la base de ce qu'on veut faire, c'est de dire, le but, c'est pas de diminuer les aides, c'est de faire en sorte que ces aides accompagnent vers autre chose. Ce qu'a dit hier la ministre de la Santé et des Solidarités à l'Assemblée, qui est très fort, c'est que nous sommes l'avant-dernier pays de l'OCDE en termes de mobilité et d'ascenseur social. Il faut 6 générations, 180 ans, pour que quelqu'un qui est en bas de l'échelle des revenus atteigne le revenu médian. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le pays où, d'un côté, on dépense le plus. Ça va plus vite ailleurs? Ça va plus vite parce qu'on a ces logiques d'accompagnement, parce qu'on considère qu'on veut de la mobilité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, moi, me choque beaucoup dans un certain nombre de discours politiques, c'est de considérer que les gens sont ce qu'ils sont et qu'ils sont pour toujours. C'est vous êtes pauvre, vous êtes rural, vous êtes dans les quartiers, voilà, on vous assigne en permanence à ce que vous êtes. Mais est-ce que les Français ont le droit et peuvent avoir le choix de changer? Moi, je suis élue d'une circonscription qui est une mini-France. C'est le nord de l'Essonne. Vous avez des quartiers, vous avez des villes pavillonnaires, vous avez le meilleur de la recherche, vous avez des étudiants. Cette zone-là, ce qui, moi, mon objectif pour les gens qui m'ont élu, pour le territoire que je représente, c'est qu'on crée de la mobilité. C'est que ceux qui ont vécu dans les tours HLM des quartiers politiques de ma ville, de ma circonscription, eh bien, ils puissent trouver tous les moyens de se former et de sortir de là, qu'ils puissent avoir des projets qui soient les leurs. D'accord. Alors, est-ce qu'on va quand même, parce que ça va ensemble, supprimer les postes de fonctionnaires? C'était 110 000, je crois. Mais vous avez un rapport de la Cour des comptes hier qui parle par exemple du service des impôts et qui propose par exemple de fusionner les services de recouvrement des douanes et du fisc. Ça va se faire? C'est des choses qui sont très intéressantes. Après, il y a des fonctions qu'on va supprimer dans les services publics. Il y a des fonctions qui font qu'avec le numérique, avec la modernité, il n'y a plus besoin de ces fonctions-là. En revanche, on vient d'en parler, par exemple, de plus d'accompagnement. Donc le sujet, c'est même pas tellement le nombre, c'est qu'est-ce qu'on demande aux agents publics de fournir comme service. Quels moyens on leur donne pour qu'ils répondent aux attentes des Français. On voit bien qu'on ne peut pas organiser des services publics de manière complètement uniforme entre justement des territoires ruraux très peu denses et puis des quartiers politiques de la ville, justement, où les services publics sont partis. Notre sujet, c'est des résultats concrets et surtout du pragmatisme pour faire au plus près du terrain des choses qui fonctionnent. D'accord. Vous allez supprimer des postes de fonctionnaires à l'étranger aussi?
Alors, ça, ils sont très inquiets au Quai d'Orsay, 10%. Il y a un certain nombre de domaines où on voit que la façon dont les choses sont organisées ne sont pas efficaces. Pourquoi on a des fonctionnaires à l'étranger ? Parce qu'on a une politique économique, parce qu'on veut développer des politiques d'exportation, parce qu'on veut avoir du rayonnement culturel, parce qu'on veut avoir une diplomatie qui fonctionne. Est-ce qu'on a besoin, parce qu'on veut faire tout ça, d'avoir par exemple 4, 5 ou 6 bâtiments dans une capitale ? Peut-être pas. Peut-être qu'on peut avoir qu'un seul lieu. Ça s'appelle la France à l'étranger. Donc ça, c'est des propositions qui sont sur la table. Ok. Alors, il y avait l'idée de la création d'une agence d'évaluation de la politique du gouvernement par l'Assemblée nationale. Est-ce que cette agence va être créée ? Alors, ce qui est certain, c'est entre vos mains, ça. Pas vous personnellement, mais Jean-Noël Barrot et Jean-François Eliaou ont présenté leur rapport hier. C'est un sujet qui me tient très fortement à cœur. Vous savez que l'article 24 de la Constitution nous dit « Vous, parlementaires, vous devez contrôler et évaluer l'action du gouvernement ». C'est une promesse du président de la République aussi. Mais c'est surtout une promesse de la Constitution. Elle existe depuis longtemps, cette promesse. Les moyens que nous avons à l'Assemblée aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. C'est pas satisfaisant à deux moments. Avant de voter la loi, pour que nous puissions être indépendants dans nos analyses et de l'exécutif et des lobbies, quels moyens on a, quelles données on a, comment on se forme un avis indépendant et qui soit aussi un avis et des moyens qu'on laisse à l'opposition. Parce que je pense qu'on gagnerait tous collectivement à ce que l'opposition ait plus de moyens. Elle est pour l'opposition, cette agence ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a signé une tribune. Tous les groupes de l'Assemblée, les Insoumis, les socialistes, tous les groupes. Jusqu'au Front National. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe, c'est vrai. Donc tous les groupes, les 7 groupes, ont signé à mon initiative une tribune dans Le Monde, appelant à voir sur les sujets budgétaires, qui sont ceux que je connais le mieux, en tout cas un débat budgétaire responsable. Pour avoir un débat budgétaire responsable, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des choses qu'on puisse nous contrôler. Cette agence sera en fonction quand ? Et donc, pour le budget 2019, on travaille déjà avec des économistes qui vont nous aider de manière un peu expérimentale pour regarder à comment ça peut s'organiser. Et ensuite, Jean-François Eliaou et Jean-Noël Barrot ont proposé qu'à partir d'octobre, on soit dans une logique de recrutement pour pérenniser une structure. D'accord. 2 petites questions pour terminer. La première, pas d'état d'âme dans la majorité, tout va bien, vous êtes embrassons-nous, Folleville. Notre ADN, c'est qu'on soit une majorité qui discute. Vous savez que le président de la République, il a fait un choix comme très courageux. Il a choisi des candidats parce qu'ils étaient différents les uns des autres, parce qu'ils avaient des histoires différentes, parce qu'ils n'avaient pas le même âge, pas le même métier, pas la même vie avant, pas la même vie politique. Donc on est par définition une majorité qui discute. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a une chose en commun, c'est qu'on est là pour appliquer le projet que nous a fait élire et donc on avance. Mais bien sûr qu'on discute. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on discute, qu'on voit, comme d'autres partis, des mouvements d'exclusion extrêmement radicaux et unilatéraux se produire. Monsieur Ferrand, qui est votre président de groupe, disait quelque part, j'ai lu ça, c'était le désordre constructif. Mais exactement, parce que je pense que les Français nous attendent aussi pour qu'on ait des débats, pour pas qu'on ait trop de certitudes, qu'on fasse le mieux. Et le mieux, ça veut dire que dans nos débats, on débat de la réalité de terrain, de beaucoup de députés différents, qui représentent des territoires très différents. Et donc on espère qu'à la fin, les choix qu'on fait soient le meilleur pour tous les Français. Alors, il y a un sujet qui va faire beaucoup de bruit. C'est celui des pensions de réversion. Ça touche 4 millions à peu près de personnes en France, pour une somme qui doit être de l'ordre de 30 milliards d'euros, je crois. Et il est question de les supprimer. Enfin bon, la réforme de tous les régimes de retraite en un seul régime fait que ça pourrait bouger. Est-ce que vous pouvez rassurer, ça concerne d'ailleurs principalement des femmes, est-ce que vous pouvez rassurer celles qui nous écoutent en disant elles ne seront pas supprimées? Alors une pension de réversion en 2 mots, c'est un monsieur ou une dame qui décède, plutôt jeune d'ailleurs, et son conjoint, mais il faut être conjoint, c'est-à-dire marié, touche une partie de la retraite qui était due au défunt. Alors moi je peux vous rassurer que nous sommes des gens cohérents. Donc quand d'un côté Marlène Schiappa travaille sur la revalorisation des retraites des femmes et l'égalité salariale homme-femme d'un côté. Que de l'autre, nous avons Jean-Paul Delevoye qui conduit son travail de concertation avec l'ensemble des forces syndicales. Que Laurent Berger dit que les discussions se passent de manière constructive. L'objectif de tout ça n'est pas, vous imaginez bien, de faire passer ce genre de sujet en catimini, par surprise, pour, comme vous dites, des millions de personnes. C'est Mme Buzyn qui a mis le feu un peu. Ce qui est certain, c'est que ces sujets-là demandent de l'instruction, demandent donc, c'est-à-dire du travail précis, demandent des données, demandent de comprendre quels sont les enjeux. Et donc aujourd'hui, nous n'avons aucune annonce à faire. Je n'ai de ma part aucune information sur le sujet. Et oui, nous sommes des gens cohérents. Si nous avons créé un ministère pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est justement aussi pour couvrir les sujets qui sont liés à la dépendance, au vieillissement et au grand âge, et où nous savons qu'aujourd'hui, les personnes les plus pauvres dans ces tranches d'âge-là sont les femmes. Donc je pense que nous allons être des gens cohérents jusqu'au bout. Donc il n'est pas question de revoir à la baisse les pensions de réversion. Je n'ai aucune information à ce sujet et je ne pense pas que ça serait annoncé comme ça. Vous imaginez bien que ce n'est pas comme ça qu'on travaille.
Merci Amélie de Montchalin, merci beaucoup. Voilà, c'était Amélie de Montchalin aujourd'hui. Alors un peu exceptionnellement, eh bien vous autres, les internautes, vous ne pourrez pas poser vos questions. Alors désolé, hein, je ne suis pas exhaustif dans mes questions. Et puis en plus, le temps nous est compté. Alors à demain pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup.